vous parler effectivement aujourd'hui de curiosité et de métacognition et de travaux qui sont à l'interface d'un côté de recherche fondamentale en sciences cognitives et en intelligence artificielle et de l'autre côté euh, qui sont aussi appliqués directement dans un certain nombre de projets dans le domaine de l'éducation. Alors, on vit dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de grands défis. L'un d'entre eux est que le monde change vite. Euh, Plusieurs exemples, le climat évolue vite, les relations entre les pays changent vite. Il y a des technologies qui sont en train aujourd'hui de changer profondément la société et qui n'existaient pas vraiment il y a 5 ou 6 ans, comme par exemple les avancées de l'intelligence artificielle ces dernières années. Euh, et en même temps, quand on regarde l'école, dans beaucoup de dimensions, pas toutes bien sûr, mais quand même dans beaucoup de dimensions, ce que les enfants apprennent à l'école aujourd'hui ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'ils apprenaient il y a 50 ans. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui sont un peu laissés sur le carreau, qui finalement, même les bases en mathématiques et en langue ont du mal à l'acquérir en France, mais dans plein d'autres pays où la situation est encore plus mauvaise, et qui est associé à un problème de décrochage, de motivation dans le contexte scolaire. Et donc, une question générale qui se pose à nous tous, c'est essayer de réfléchir comment faire évoluer le système éducatif au sens large, hein. Je ne parle pas simplement de l'école, je parle au sens large, même en dehors de l'école, pour amener les enfants à construire un monde meilleur et à s'épanouir. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, mais l'une des choses qui me semble en tout cas très importante, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut les amener à apprendre par eux-mêmes, à le faire avec plaisir et à le faire avec recul. Et ça, en fait, ça veut dire que ça va être relié à un certain nombre de dimensions cognitives qui sont associées à la curiosité, la capacité à aller spontanément explorer et apprendre des choses nouvelles à sa propre initiative et y prendre plaisir. Et la capacité à prendre du recul par rapport aux informations qui sont recueillies, qui sont observées, à avoir un esprit critique, et ce qui nécessite d'exercer différentes formes de métacognition. Alors ça, c'est en fait, d'une certaine manière, c'est facile de dire ça, mais ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on est encore relativement loin de comprendre euh, vraiment profondément et tous les aspects de ce qui se cache derrière les mots de curiosité, d'esprit critique et de métacognition. Euh, et en fait, essayer de comprendre ça mieux, c'est l'un des objets principaux de mon travail dont je vais, et de celui de mon équipe, dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Euh, alors, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on connaît depuis un moment qui sont un peu superficielles, mais qui sont quand même importantes. C'est la corrélation entre euh, différents traits de curiosité des enfants et des adultes, et puis leur sentiment de bien-être et leur réussite académique. Alors, je dis juste, c'est une corrélation parce qu'on ne comprend pas vraiment s'il y a des liens de causalité précis à ce stade. Et puis, on sait un peu plus précisément, par exemple, grâce à un certain nombre d'expériences en neurosciences et en psychologie, comment, par exemple, le fait de se retrouver dans un état émotionnel de curiosité peut amener à mémoriser plus facilement un certain nombre d'informations que dans des états où il n'y a pas de curiosité. Mais fondamentalement, quels sont les mécanismes de la curiosité? Et en fait, ces études-là ne répondent pas à cette question. Et ce sont les questions auxquelles on s'est intéressé avec un certain nombre de collègues dans le monde depuis quelques années, dans un domaine, effectivement, comme le disait Joël, qu'on appelle l'IA développementale, qui en fait a trois dimensions. Dans l'équipe, en fait, on s'intéresse à trois dimensions de recherche. On essaye de manière générale de comprendre, et je vais y revenir après, on se pose des questions un petit peu plus générales que la curiosité et la métacognition, qui sont essayer de comprendre comment est-ce que l'enfant se développe de manière autonome en augmentant progressivement la diversité et la complexité des savoir-faire et des connaissances qu'il arrive à acquérir et à maîtriser.
Et ça paraît évident de le dire, mais quand on essaie de construire des modèles, ça ne l'est pas tant que ça. Bah, évidemment, les enfants, quand ils apprennent des choses nouvelles, eh bien, il n'y a pas un ingénieur qui vient ouvrir leur cerveau et régler des choses. Alors, ça paraît totalement évident et trivial de dire ça, mais en fait, construire des machines pour lesquelles ça n'est pas le cas, c'est beaucoup moins évident. Et il se trouve qu'on on pense que la curiosité, et puis d'autres mécanismes, des mécanismes externes liés par exemple au langage, qui n'est pas simplement un outil de communication, mais aussi un, un- un- un support qui permet de transférer un certain nombre de connaissances et de mécanismes de pensée découverts et évolués par des générations précédentes, bah, comment ces dimensions-là peuvent jouer un rôle. Et donc, il y a une partie des activités qui consiste à développer euh, des modèles qui sont souvent, dans mon équipe, des modèles mathématiques ou informatiques de certains aspects des mécanismes de développement sensorimoteur, cognitif et social chez l'humain. Donc, le but du jeu, c'est de mieux comprendre ce qui se passe chez l'humain. Il y a un certain nombre d'autres dimensions qui consistent à essayer d'extraire de ces principes des méthodes pour mettre au point des machines qui vont être plus flexibles, plus ouvertes, plus robustes. Et puis, il y a enfin un dernier axe de travail qui consiste à essayer d'appliquer ces principes, ces nouvelles connaissances et ces outils et ces des modèles informatiques à des domaines d'application. Et en particulier, nous, on s'intéresse à deux domaines d'application. Il y en a un qui est l'éducation et l'autre qui est l'assistance à la découverte scientifique. Euh, Aujourd'hui, je ne vais vous parler que des recherches qu'on a menées dans le domaine des sciences cognitives, aider à mieux comprendre l'humain, et des applications dans dans le domaine de l'éducation. Je vous parlerai extrêmement peu d'intelligence artificielle en elle-même, même si les modèles dont je vais vous parler sont basés sur des méthodes d'intelligence artificielle, mais elles ne sont pas faites dans l'objectif de construire des machines plus efficaces, elles sont faites pour nous aider à mieux comprendre l'humain. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, les sujets de base qui nous intéressent depuis des années, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui amène à la formation des trajectoires de développement qu'on observe chez les enfants et qui ont un certain nombre de propriétés assez extraordinaires. Alors d'abord, de manière générale, il y a une grande diversité de savoir-faire qui sont acquis par les enfants, hein, de apprendre à contrôler son corps, suivre des objets du regard, passer, quand ils sont tout petits, du ventre sur le dos, arriver à s'asseoir, arriver à se lever en s'appuyant sur le mur, et puis progressivement à marcher, apprendre à attraper des objets, à manipuler les objets, apprendre à parler, apprendre à faire du vélo, apprendre à faire de la guitare, apprendre à des jeux de toutes sortes, apprendre à faire des mathématiques, etc. Et donc, en fait, cet apprentissage qui s'ouvre sur des choses nouvelles tout au long de la vie, et c'est ça qu'on appelle l'apprentissage ouvert, en anglais open-ended learning. Euh, et par ailleurs, cet apprentissage, il se fait progressivement. C'est-à-dire, par exemple, un enfant, il n'apprend pas directement à marcher sur ses deux jambes ou il n'apprend pas directement à résoudre des équations différentielles en mathématiques. Il y a tout un parcours qui est fait avec des étapes de complexité croissante, avec une sorte de curriculum d'apprentissage. Alors, dans le domaine scolaire, ce curriculum, il est en grande partie mis au point par le corps enseignant. Mais en fait, le curriculum d'apprentissage, il a un rôle fondamental bien avant l'école, dans les tout premiers mois de la vie, par exemple, pour apprendre à marcher ou pour apprendre à attraper les objets. Et là, il n'y a personne, il n'y a pas un intervenant extérieur, un ingénieur et même ou de scientifiques qui mettent au point un curriculum. C'est l'enfant lui-même qui va progressivement décider d'explorer et de pratiquer tel ou tel type de savoir-faire et puis décider de ne pas s'intéresser à tel autre. Et puis progressivement, en interaction avec son environnement, il y a automatiquement une forme de curriculum qui va se former. Et donc, on va essayer de comprendre bah, quels sont les mécanismes qui amènent à ce développement progressif, quels sont les mécanismes causaux. Et en particulier, je le disais tout à l'heure, on va s'intéresser à des mécanismes internes et en particulier à des choses qui ressemblent à ce que dans le langage de tous les jours, on appelle la curiosité et qui va désigner tout ce qu'on appelle tout ce qui est relatif au comportement d'exploration spontanée de son corps et des interactions entre le corps et l'environnement. Et puis, on va s'intéresser aussi, donc, comme je le disais, à des mécanismes externes qui sont plutôt liés au guidage social, au rôle des partenaires sociaux pour, on va dire, placer l'enfant dans des situations d'apprentissage où il y a des opportunités qui sont adaptées à ses savoir-faire et à ses connaissances. Et puis aussi, dans lequel va y avoir des outils comme le langage, qui, comme je le disais, va cognitivement être un moyen d'apprendre, pas simplement à communiquer avec les autres, mais à penser tout simplement.
Alors, du coup, parmi ces mécanismes, donc, il y a ces mécanismes qu'on appelle la curiosité. Et en réalité, eh bien, ça fait très peu de temps, à l'échelle de l'histoire des sciences, qu'on essaye vraiment de comprendre comment ces mécanismes fonctionnent. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on ne comprend pas beaucoup, mais l'une d'entre elles, c'est que jusqu'à peu de temps, tout simplement en psychologie et en neurosciences, les paradigmes expérimentaux qui étaient utilisés pour étudier la cognition humaine, eh bien, était basé sur, sur l'idée qu'on faisait venir typiquement des gens dans des laboratoires, et puis on allait leur proposer des problèmes à résoudre, et puis on a essayé de comprendre comment ils allaient résoudre ces problèmes. Et quand on s'intéressait au développement de l'enfant, eh ben, à différents âges, par exemple, donc à quel moment ils allaient être capables d'apprendre à résoudre tel ou tel type de problème, quelle va être la corrélation entre leur capacité à résoudre tel problème et tel autre. Euh, et, euh, et en fait, par construction, en fait, on mettait les humains dans des situations d'apprentissage dans lesquelles ils n'avaient pas le choix de quoi apprendre. Donc, ça nous a permis d'apprendre des tas de choses utiles sur leur manière de résoudre des problèmes qu'on leur impose, mais ça a fait peut-être passer à côté de la question de la curiosité. Et alors, pour vous faire sentir un petit peu plus cette problématique et comment est-ce que finalement on peut passer à côté de mécanismes très importants avec ces paradigmes, je vais vous montrer des vidéos qui viennent d'expérimentation pour essayer de mieux comprendre les mécanismes d'apprentissage et d'utilisation des outils chez les enfants. Ce sont des vidéos qui viennent de l'équipe de Lauriane Radfischer, qui avait fait un projet avec Alex Kasselnik il y a quelques années, qui utilisait un paradigme d'expérimentation classique. Et en fait, en discutant avec elle de toutes ces questions autour de la curiosité, en fait, elle m'a dit, ah, c'est intéressant ce que tu nous racontes, parce que nous, dans le making-of de nos expériences, c'est-à-dire en gros toutes les données qu'on observe nous, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on rapporte classiquement dans les articles scientifiques, on observe des choses intéressantes qui semblent avoir rapport avec ce que tu nous dis. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer et qu'elle a gentiment partagé les vidéos que je vais vous montrer. Et voilà, qui permettent d'illustrer un petit peu ce que je veux dire. Donc là, en fait, le but du jeu, c'est de vous illustrer les paradigmes expérimentaux qui sont utilisés classiquement. Et donc là, en fait, voilà, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment, comment est-ce que les enfants des âges variés vont comprendre comment utiliser certains types d'outils pour résoudre un problème. Et alors, donc là, en gros, la manière de procéder de l'expérimentateur, c'est que il se dit, pour imposer un problème à l'enfant, on va prendre un objet dont on suppose que ça va l'intéresser d'essayer de l'obtenir. Donc, par exemple, une petite voiture colorée, donc un jouet. Et puis, on va la placer dans un tube transparent où elle est inaccessible au premier abord. Et puis, on va mettre des objets a priori inintéressants pour l'enfant, comme des bouts de bois sans couleur. Donc, on va supposer que bah, l'enfant, forcément, il va vouloir avoir la petite voiture. Et donc, du coup, c'est ça le problème qu'il va essayer de résoudre. Et donc, on va observer, par exemple, à quelle fréquence et avec quelle stratégie les enfants vont arriver à faire cette tâche à différents âges, par exemple. Et donc là, je vous remontre un petit peu la vidéo. Donc là, on voit l'enfant qui fait ces choses. Voilà. Et puis, juste à la fin, la petite voiture tombe. En fait, bon, il fait un petit sourire. Et puis, on voit la maman qui est très contente, qui le félicite et l'expérimentatrice aussi. Maintenant, je vais montrer exactement la même vidéo, mais en fait, je vais la laisser tourner un petit peu plus longtemps. En fait, là, le résultat qu'on voit, c'est celui qui est rapporté dans les stats des articles de psychologie développementale plus classiques. Mais en fait, si on revoit la vidéo une deuxième fois, on attend un petit peu. Donc la maman, elle semble vouloir jouer avec la voiture, mais le petit garçon veut la remettre dans le tube. Alors, bon, déjà, ça, c'est étonnant parce qu'on supposait qu'il voulait avoir la petite voiture. Bon, alors, regardons d'autres enfants. Par exemple, cette petite fille.
Donc, ça, c'est un train interne. La voiture est tombée. Encore une fois, la maman et l'expérimentatrice sont très contentes. Et la petite fille, que dit-elle quand la voiture tombe? Elle dit oh no, oh non. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, elle a raté ce qu'elle voulait faire. Et en fait, si vous avez écouté au début de la vidéo, elle disait chou chou. Et en fait, elle essayait pas du tout de faire ce que l'expérimentatrice avait en tête. C'est qu'elle s'est dit bah, tiens, en fait, peut-être que les petits bouts de bois, c'est des wagons et peut-être que la voiture, c'est comme une locomotive et je vais faire le jeu du train. Donc, en fait, elle a inventé un jeu complètement différent. Bah, en fait, finalement, du point de vue des stats de l'article de Psycho, bah, elle a réussi la tâche, mais en fait, elle essayait de faire une autre tâche complètement différente. Et puis, regardons encore un dernier exemple. Moi, celui-là, c'est mon préféré. Donc, en fait, c'est ce qu'il fait, ce petit garçon. En fait, il dit choke. En fait, il vient de s'apercevoir que les petits bouts de bois, si il les frotte contre l'autre bout de bois, en fait, il peut les utiliser pour dessiner, un peu comme une craie. Et donc, en fait, lui, il ignore totalement la voiture et il se dit, ah tiens, je viens de trouver. Et en fait, personne, ni l'expérimentatrice, ni la maman, n'avait imaginé qu'on pouvait même utiliser ces bouts de bois pour faire ce truc-là. Donc, en fait, d'une certaine manière, c'est un génie parce qu'il a trouvé un truc que les adultes autour de lui n'avaient même pas en tête. Mais sauf que du point de vue de l'expérimentation et de l'objet, bah, c'est un fail. Il a échoué. Donc en fait, on comprend bien finalement que à la fois que ces paradigmes expérimentaux ont des limites importantes pour comprendre la manière dont les enfants apprennent. Et puis on voit bien finalement en observant ce making-of de l'expérience que là, il y a des choses très très importantes dans le comportement des enfants qui probablement ont un rôle majeur dans leur apprentissage, qui est leur capacité à s'inventer leur propre jeu, à y jouer, à essayer des choses, et qui bien souvent ne sont pas du tout ce que les adultes autour de lui essayent de lui faire faire ou de lui faire apprendre. Et donc, du coup, une question, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre tout ce qui se passe ici en dehors du paradigme expérimental? Donc, en fait, voilà, quand je disais qu'on a très, très peu réfléchi jusqu'à maintenant à ces mécanismes-là, ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, il y a tout un tas de psychologues au siècle dernier, dans les années 1940, 50, 60, qui ont beaucoup, beaucoup réfléchi et qui ont développé tout un tas de théories, des gens comme Berline, White, Kagan, etc., et qui avaient observé un petit peu, d'une certaine manière, ces comportements chez les enfants et qui finalement en sont arrivés à l'hypothèse, à générer l'hypothèse que probablement dans le cerveau, il y avait des circuits neuronaux qui poussaient le cerveau à s'intéresser et à avoir du plaisir dans des situations d'apprentissage pour lesquelles il y avait juste de la nouveauté, de la surprise, de l'incongruence ou une difficulté ni trop dure ni trop facile. Mais en fait, le souci, c'est que la plupart finalement de ces théories, elles sont restées à un niveau verbal. Et puis pour des raisons historiques complexes, finalement, eh bien, elles sont un peu sorties du radar de beaucoup de travaux de recherche. Et finalement, ce n'est qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années qu'on est revenu un petit peu à ces questions-là. Et donc, j'ai fait partie de la communauté internationale qui a essayé de redynamiser ces questions-là et en se posant vraiment la question de comprendre les mécanismes. Et donc, au début, il s'agissait vraiment de construire un réseau de personnes intéressées en neurosciences, en psychologie, en modélisation. Les choses ont beaucoup évolué, hein, heureusement, parce qu'il y a encore une vingtaine d'années, quand on allait dans une conférence, que ce soit en psychologie, en neurosciences, ou en intelligence artificielle et qu'on disait qu'on travaillait sur la curiosité, tout le monde nous regardait avec des gros yeux en nous disant mais c'est pas scientifique, c'est pas une voilà, on peut pas étudier ça, etc. Les choses ont beaucoup changé. Alors pour vous expliquer un petit peu le genre de choses qu'on a commencé à faire, eh bien, en fait, déjà, l'idée, comment est-ce qu'on va essayer d'approcher scientifiquement la compréhension de l'exploration et l'apprentissage par la curiosité? Et en fait, une manière de voir qui n'est pas spécialement nouvelle, hein, qui avait été, par exemple, parmi d'autres personnes déjà imaginées par des scientifiques comme Jean Piaget, c'est de voir en fait l'enfant comme un peu comme un petit scientifique qui, dans des situations où il n'a pas absolument faim, il n'a pas absolument besoin de reconnaissance sociale, donc tout se passe bien, il est entre guillemets en temps libre. Et là, dans ce contexte-là, eh bien, il va s'inventer des jeux qui vont lui permettre de mieux comprendre son environnement. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu comme un scientifique dans lequel il va faire des petites expériences. Alors, par exemple, là, voilà, sur la gauche, on a des enfants qui vont mélanger des liquides et essayer de prédire, par exemple, quelle couleur ça va faire. Mais de manière, on va dire, beaucoup plus quotidienne, par exemple, bah, on a des enfants, ils ont des morceaux de bois, ils disent, ah tiens, on pourrait essayer de construire une tour la plus haute possible. Et donc là, c'est eux qui s'inventent
inventent cet objectif. Et puis du coup, avec leur connaissance actuelle de la manière de construire des structures en bois, ben, ils vont essayer des choses. Et puis de temps en temps, ça va marcher. Puis de temps en temps, ça ne va pas marcher. Et en fait, en marchant pas, ils vont voir, par exemple, s'ils font ça, ça s'écroule, etc. Ils vont collecter des données sur les erreurs qu'ils ont faites, par exemple, pour arriver à leur but. Et puis, ils vont mettre à jour leur modèle interne du monde de manière à mieux faire la prochaine fois. Donc cette boucle-là, c'est la boucle d'apprentissage traditionnelle sur laquelle beaucoup de gens travaillent depuis des décennies et que les psychologues et les chercheurs en neurosciences utilisaient et utilisent encore beaucoup jusqu'à présent quand ils imposent un problème et ils essaient de comprendre comment un sujet humain va arriver à le résoudre. Sauf que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est moins la capacité à apprendre étant donné des données de ce type-là, c'est plutôt la question de qu'est-ce qui va amener à un moment donné l'enfant à décider d'explorer ce jeu-là, cet objectif-là, plutôt qu'un autre. Et donc là, la manière d'approcher un petit peu ce processus-là, c'est d'imaginer qu'en fait, dans la tête de l'enfant, dans son cerveau, il n'y a pas simplement un modèle de ce qui va se passer dans l'environnement s'il fait telle ou telle action, ou de qu'est-ce qu'il faut faire comme action pour atteindre tel ou tel but, mais va y avoir une forme de ce qu'on peut appeler un métamodèle, c'est-à-dire un modèle de ses propres capacités à prédire plus ou moins bien, à avoir plus ou moins d'incertitudes, à avoir plus ou moins de compétences, à résoudre tel ou tel type de situation ou tel type de jeu, par exemple. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on peut appeler la métacognition, c'est-à-dire la capacité du cerveau à comprendre ce qu'il ne comprend pas, à savoir ce qu'il ne sait pas dans différents types de situations. Et donc, on va essayer de comprendre comment ce type de modèle métacognitif va être utilisable ensuite pour, en interne, générer ce qu'on va appeler des mesures d'intérêt qui vont permettre à l'enfant de décider qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Et là, c'est pareil, d'une certaine manière, il y a une analogie avec le scientifique. Le scientifique, il va essayer de faire des expérimentations pour obtenir des informations sur ce pourquoi soit il n'est pas trop sûr ou sur carrément des choses où il ne sait pas grand-chose, voire rien du tout. Et du coup, ça nécessite, quand le scientifique fait ça, bah, qu'il ait déjà une connaissance de qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau. Et donc, en fait, il va y avoir une sorte de mesure d'intérêt basée, je vais revenir dans quelques secondes sur ce type de connaissances. Et en fait, cette mesure d'intérêt, elle va être utilisée par le cerveau pour dire, oh, bah, maintenant, c'est plutôt tel type d'expérience, tel type de jeu, tel type d'objectif qui serait intéressant d'explorer. Et ça va le lancer dans une nouvelle boucle d'exploration qui va lui permettre de collecter des nouvelles données, de faire des erreurs. Et ces erreurs, elles vont être utiles à la fois pour mettre à jour le modèle et le métamodèle. C'est-à-dire à la fois améliorer ses capacités à prédire ce qui se passe dans une situation externe à un moment donné et améliorer ses capacités à se comprendre lui-même dans ce type de situation dans le futur. Mais alors maintenant, du coup, dans cette boucle, il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Par exemple, ce sont quoi les mesures d'intérêt qui vont définir pour un cerveau humain, qu'est-ce qui va être intéressant dans différents types de situations. Alors là, je ne vais pas vous faire une revue de littérature parce que sinon on y passerait beaucoup de temps. Mais très rapidement, dans les dernières années, il y a tout un tas d'équipes dans le monde qui ont exploré différentes idées. Certaines sont des vieilles idées, hein. Donc, par exemple, l'idée de dire ce qui peut être intéressant pour le cerveau, ce sont des situations dans lesquelles il y a des erreurs en prédiction où il y a de la surprise. Et en réalité, ça a l'air de peut-être parfois naïvement de coller à un certain nombre de situations du quotidien, mais si on essaye de construire des modèles, par exemple des machines dans lesquelles on programme littéralement un mécanisme qui va les pousser à explorer des situations qui mènent à de l'erreur en prédiction, et ben en fait, on va observer des comportements très, très surprenants. Donc, par exemple, si on programme un robot à explorer les choses pour lesquelles il y a purement de la nouveauté ou de l'incertitude, et ben on va voir le robot devant une fenêtre et puis toute la journée faire des signes un peu bizarres. Et puis, on va se dire, mais c'est n'importe quoi, il apprend rien là. Et en fait, l'avantage avec un robot, c'est qu'on peut ouvrir le cerveau, on peut voir ce qui se passe. Et là, on va s'apercevoir, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ben en fait, il essaye de voir à quel point il peut arriver à contrôler la couleur des chemises des passants dans la rue ou des voitures qui passent dans la rue en fonction des mouvements qu'il fait. Ben oui, on l'a programmé pour trouver des situations dans lesquelles son incertitude et son incompétence est maximale. Donc, il fait parfaitement ce qu'on lui a demandé de faire.
Et en fait, effectivement, le problème, c'est que dans le monde, il y a tout un tas de situations qui sont littéralement imprédictibles, où on ne peut pas réduire l'incertitude, où on ne peut pas apprendre à les contrôler. Et bah, donc, si on essaye de maximiser la nouveauté et l'erreur en prédiction, on va se retrouver piégé à passer notre temps à observer ces trucs-là. Et donc, les enfants, heureusement, ne font pas ça, hein, ils sont beaucoup plus malins et organisés. Et donc, une autre hypothèse sur laquelle on a travaillé ces dernières années, c'est l'hypothèse qu'on appelle du progrès en apprentissage. C'est-à-dire, c'est l'idée que au moins l'une des composantes importantes que le cerveau pourrait utiliser pour déterminer qu'est-ce qui est intéressant et pas trop intéressant, eh bien, c'est quand une activité d'apprentissage, au début, elle est un petit peu difficile, on fait des erreurs, mais si on investit un peu de temps, alors on s'aperçoit qu'on fait du progrès. Donc, en fait, c'est représenté ici par ces courbes où les courbes en haut, c'est on imagine 4 activités, 1, 2, 3, 4, dans lesquelles un apprenant pourrait passer du temps. Et puis, il y a le temps en axe des abscisses. Et puis, en ordonnée, c'est l'évolution des erreurs dans ces activités. Et puis, il y a une activité, la numéro 4, dans laquelle on ne fait pas d'erreur dès le début. Donc, voilà, ça reste comme ça. Puis, 3 activités dans lesquelles on fait beaucoup d'erreurs au début. Mais au fur et à mesure qu'on y passe du temps, on fait des progrès, mais à différentes vitesses. Et donc, l'hypothèse du progrès en apprentissage, c'est de dire qu'à un moment donné, le cerveau, il va préférer explorer les activités dans lesquelles le progrès, donc en fait, la pente de ces courbes, la dérivée de l'apprentissage, il est maximal. Donc, évidemment, hein, dans le monde, un apprenant, il ne sait pas à l'avance quelle va être la forme de ses cours d'apprentissage. Donc, par exemple, s'il commence à explorer ces différentes activités, au début, il va essayer de les explorer, de picorer un peu ces différents types d'activités, puis de se faire une estimation grâce à un système métacognitif, de à quel point il arrive à faire des progrès ou pas. Et puis, à un moment donné, il va s'apercevoir, par exemple ici, que sur les 4, finalement, la noire, c'est celle qui, au début, permet de s'améliorer le plus vite. Et donc là, il va s'intéresser le plus fréquemment, et il va explorer le plus fréquemment cette activité. Et puis, au bout d'un moment, il va arriver à un plateau d'apprentissage où il ne va plus faire beaucoup de progrès. Et donc là, il va s'apercevoir, ah oui, mais en fait, il y a quand même une autre activité où je fais des progrès, c'est la verte. Et là, il va se focaliser maintenant dessus. Et puis, tout en continuant un petit peu de temps en temps à explorer la rouge et la bleue, parce que peut-être que finalement, il pourrait quand même faire du progrès à un moment donné. Bon, là, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Et donc, ça va lui permettre d'éviter les activités trop dures, la rouge, ou trop facile, la bleue, tout en se concentrant à un moment donné sur celles qui sont du niveau de difficulté entre guillemets optimal, mais sans qu'il y ait besoin de définir c'est quoi optimal et intermédiaire, parce que finalement, la seule chose qu'il doit regarder, c'est quel est l'endroit où il fait le plus de progrès. Et donc, naturellement, en faisant ça, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça va générer un curriculum dans lequel il va s'intéresser progressivement aux activités d'apprentissage de plus en plus difficiles, tout en restant apprenable et en évitant celles qui sont soit trop faciles, soit trop difficiles. Donc ça, on a quelque chose dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais d'un point de vue théorique et mathématique, on a montré que ça avait d'excellentes propriétés pour organiser un apprentissage optimal quand il y a un ensemble d'activités qu'il est possible d'apprendre avec des difficultés très variées et des activités parfois inapprenables et d'autres très faciles. Mais ça nécessite, pour que ça fonctionne bien, d'avoir une estimation métacognitive correcte du progrès en apprentissage. Alors, à partir de cette hypothèse théorique, on a essayé de comprendre à quel point elle permettait potentiellement d'expliquer des données développementales qu'on observe déjà chez les enfants. Alors, je vais passer vite dessus parce que j'aimerais passer ensuite au domaine de l'éducation. Donc, je vais juste vous donner une sorte d'intuition de ce qu'on a fait. D'abord, par exemple, on s'est intéressé à comprendre si on met ce genre de mécanisme d'exploration dans un modèle, par exemple, du développement vocal. Donc, on a un modèle de simulation du conduit vocal, des oreilles, et puis on essaye de voir comment est-ce qu'un agent qui va explorer les vocalisations avec ce type de mécanisme d'apprentissage dirigé par cette forme de curiosité va se comporter. Et on a un environnement simulé avec un système de paroles existant, avec des syllabes qui ont des propriétés particulières. Et en fait, on s'aperçoit en faisant des simulations que le pousser à explorer les vocalisations pour lesquelles il fait le plus de progrès en apprentissage va l'amener à auto-organiser une séquence d'apprentissage et de savoir-faire vocaux qui a des propriétés statistiques qui sont très
similaires à celles qu'on observe chez l'enfant. Donc, par exemple, le passage de vocalisation non articulée à des vocalisations articulées, ce qu'on appelle la transition vers le babillage canonique, par exemple, et puis le passage d'une première phase dans laquelle l'environnement vocal existant n'influence pas les vocalisations vers une phase dans laquelle les vocalisations sont très influencées par l'environnement social. Et puis, ça nous a permis aussi, quand on fait beaucoup de simulations, de faire des statistiques sur le type de trajectoires qui sont plus ou moins fréquentes. Et on observe, comme chez les humains, des trajectoires assez fréquentes et aussi chez un certain nombre d'individus, des trajectoires assez différentes. Donc, il y a une dualité entre régularité et diversité qui existe aussi chez les humains et qu'on observe ici sans rien changer au modèle, sans même changer les paramètres. C'est tout simplement dû au fait que c'est ce qu'on peut appeler un système complexe dynamique qui a plusieurs, on va dire, les trajectoires développementales vers lesquelles il tombe sont des sortes d'attracteurs. Il y a plusieurs attracteurs et des éléments un petit peu d'aléatoire sur l'exploration au début va les amener soit dans des trajectoires très fréquentes, soit dans des trajectoires moins fréquentes, mais sans qu'il y ait besoin qu'il y ait quelque chose, par exemple, de cassé, entre guillemets, pour que les trajectoires moins fréquentes soient observées. On a développé ce même genre d'explication dans le domaine de l'explication du développement des outils, où on a observé aussi que ça permettait de reproduire un certain nombre d'observations qualitatives qui étaient déjà connues chez les humains. Et puis aussi, on s'est posé la question de savoir, parce que ça, on essaye là ici, dans la méthode, on essaye de montrer que ce type de mécanisme permet d'expliquer des données qu'on connaissait déjà. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire des prédictions sur des dispositifs expérimentaux nouveaux pour lesquels on n'a pas déjà de données? Alors, on a commencé à faire ça ces 2, 3, 4 dernières années. Alors, ce n'est pas encore avec des enfants, là, c'est avec des adultes, dans lequel, en fait, ce qu'on a mis au point, c'est des dispositifs expérimentaux dans lesquels on donne à des adultes différentes tâches d'apprentissage. Donc là, par exemple, ce sont des tâches d'apprentissage avec, alors ça ressemble à des petits jeux vidéo où, en fait, il y a différentes familles de monstres. Et en fait, pour chaque famille, en fonction de leur forme, par exemple, si c'est les méduses, en fonction de si elles sont grosses ou fines ou hautes ou petites, beaucoup de pattes ou pas beaucoup de pattes, ben, elles vont préférer manger, par exemple, du brocoli ou de la viande. Et donc, c'est un problème de classification. Et en fait, selon les différentes familles de petits monstres, il faut arriver à deviner ce qu'ils préfèrent manger. Les différentes familles ont été conçues de telle manière à ce qu'il y ait une famille qui soit très facile à apprendre, une moyennement facile, une difficile et une autre dans laquelle il n'y a aucune structure, donc c'est impossible d'apprendre à prédire ce qu'ils sont capables de manger. Et en fait, ici, on dit aux adultes, vous avez 30 minutes, vous avez ces 4 activités d'apprentissage, vous les explorez comme vous voulez. On vous donne aucun objectif et vous n'aurez pas de test par la suite, on vous comparera à personne, etc., etc. Donc, ils sont vraiment libres d'explorer. Et puis, on a un autre groupe, par ailleurs, à qui on dit explicitement, votre but, c'est que pendant 30 minutes, vous faites ce que vous voulez, mais à la fin, on va vous faire un test sur toutes les activités. Il faut que vous ayez la meilleure note moyenne à ces tests-là. Et en fait, ça, entre guillemets, on les force à utiliser le mécanisme dans lequel ils vont maximiser leur apprentissage. Alors, je n'entrerai pas dans le détail, mais on a fait tout un tas de modélisations pour essayer de rendre compte des données qu'on avait récoltées auprès de populations d'adultes et qui ont montré effectivement que les modèles qui expliquaient le mieux le comportement qu'on observait étaient des modèles qui incluaient la notion de progrès en apprentissage en complément de la notion plus absolue d'erreur en prédiction pour rendre compte des comportements d'exploration de ces populations. Et en fait, ces résultats, dans des articles d'autres équipes de recherche qui reprennent un petit peu ce type de paradigme ont été confirmés dans des variantes récemment. Alors, donc, pour résumer, un petit récapitulatif ici, l'hypothèse du programme d'apprentissage, c'est une hypothèse dans laquelle il y a une sorte de boucle de rétroaction entre modéliser ce que le cerveau trouve intéressant à explorer et donc modéliser des formes de curiosité et puis les mécanismes d'apprentissage. Plus traditionnellement, dans un certain nombre de travaux, entre guillemets, montré ici dans la première ligne en haut, on imaginait qu'il y avait un mécanisme motivationnel dans le cerveau, par exemple, qui amenait le cerveau à s'intéresser à des situations, par exemple, où il y avait de la nouveauté ou de la complexité intermédiaire, qui déclenchait une sorte d'état émotionnel de curiosité. Et cet état émotionnel favorisait en conséquence, par exemple, la mémorisation et l'efficacité d'apprentissage sur un sujet particulier. Ici, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, la quantité qui déclenche l'état
le ressenti de curiosité est le progrès en apprentissage. Et du coup, cette quantité, elle est directement reliée au processus d'apprentissage même. Ça veut dire qu'en réalité, ici, il va y avoir une boucle de rétroaction entre être dans un état de curiosité qui va faciliter l'apprentissage et la mémorisation et qui lui-même va générer par un processus métacognitif en interne, des informations qui vont stimuler la curiosité. Et donc, il va y avoir une sorte de boucle de rétroaction positive, si elle fonctionne bien, qui va être mise en œuvre. Donc, à partir de ces travaux-là, on a commencé à se demander, mais dans quelle mesure on pourrait essayer de les utiliser pour aider les humains et les enfants en particulier à apprendre de manière plus efficace et aussi et presque surtout plus motivante. Et donc, on a développé plusieurs projets. Un premier projet dans lequel on s'est intéressé depuis quelques années, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'utiliser cette approche pour comprendre comment on peut personnaliser des curriculums d'apprentissage pour les élèves, par exemple dans le contexte d'une classe. Si effectivement le cerveau apprend le mieux quand il est dans un état de curiosité et que l'état de curiosité il dépend de la vitesse d'apprentissage, eh bien, ça veut dire qu'il y a vraiment besoin d'une personnalisation. Et le problème, c'est que, ben, effectivement, dans une classe classique où il y a un seul enseignant, eh bien, ben, mécaniquement, c'est pas très facile pour l'enseignant, même si c'est le meilleur enseignant du monde, à passer suffisamment de temps avec chacun des élèves pour, dans toutes les matières, lui, comprendre bien quels sont le type d'exercices sur lesquels il fait des progrès et ceux sur lesquels il en fait moins, de manière à le mettre dans cette zone un peu de motivation qui serait associée à cet exercice de progrès optimal. Et puis, vice-versa, on pourrait se dire aussi, mais du coup, ce qui serait bien de faire, eh ben, c'est que finalement de laisser choisir les enfants leurs activités entièrement, ce qui fait partie de certaines traditions d'apprentissage dans certains types d'écoles. Par exemple, on va dire à la philosophie un peu Montessori. Alors, je caricature un petit peu, hein, mais, pardonnez-moi, mais c'est pour vous donner l'idée. Mais en fait, là l'idée, l'intention est bonne dès le début, mais en fait, parce que j'ai expliqué aussi, souvenez-vous, que du coup, pour que ça soit efficace, cette boucle de curiosité, eh ben, ça nécessite que le mécanisme métacognitif lui-même soit aussi efficace et développé lui-même. Parce que si l'enfant, eh ben, il n'est pas capable de s'apercevoir et de prendre conscience quels sont les exercices pour lesquels il fait du progrès, eh bien, en fait, il ne va pas forcément être capable d'orienter lui-même son curriculum et de trouver par lui-même les activités dans lesquelles il va être rentré dans cette boucle de curiosité de la meilleure manière. Et donc, ce qu'on s'est posé comme question, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de, par exemple, d'avoir des logiciels qui, au fur et à mesure d'interaction avec chacun des élèves, vont essayer d'identifier pour chaque élève c'est quoi le type d'exercice à un moment donné pour lequel il fait le plus de progrès en apprentissage et progressivement de lui proposer des exercices qui vont être adaptés et dans cette zone-là au fur et à mesure qu'il va apprendre là. Et donc, on a développé des algorithmes qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de réaliser, d'identifier de détecter quels sont ces exercices au fur et à mesure du temps. Qu'on a d'abord testé dans la région Nouvelle-Aquitaine auprès d'un certain nombre de classes d'écoles primaires. Alors, c'était plutôt ici des 7-8 ans pour l'apprentissage de manipulation en mathématiques, addition, soustraction de nombres entiers et décimaux, et dans un contexte de scénarisation de manipulation de la monnaie. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'ici, il y a d'abord des experts en didactique des maths qui ont fourni différents types d'exercices avec un certain nombre de paramétrisation et de niveaux de difficulté pour ces différents types d'exercices. Et ils ont donné des contraintes pour se déplacer dans cet espace-là. C'est une sorte de graphe d'exercice. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé une approche dans laquelle le parcours à l'intérieur de ce graphe a été fait à la main par un expert en didactique des maths, avec un parcours qui est justement optimisé par un algorithme qui essaye pour chacun des élèves de trouver les types d'exercices qui maximisent son apprentissage. Et en fait, on a essayé d'évaluer et de comparer ces deux types d'approches dans plusieurs dimensions. Il y a une première dimension, c'est l'impact sur l'apprentissage lui-même. C'est-à-dire que d'un côté, là, c'est le graphe de gauche, à l'intérieur du parcours d'apprentissage qui va être fait, jusqu'à quel niveau on arrive à amener les élèves et à leur faire résoudre des exercices. Et donc, on s'aperçoit ici qu'on arrive à amener un plus grand nombre, une plus grande diversité d'élèves plus loin avec
le système qui va les amener à se focaliser sur des activités qui maximisent leur programme d'apprentissage plutôt qu'un curriculum fait à la main. Et puis, si on compare aussi leurs apprentissages entre un pré-test et un post-test dans ce domaine-là, mais avec des exercices différents de ceux qu'ils ont fait pendant l'exercice, on s'aperçoit aussi que la personnalisation a un effet très positif. Alors là, je vous parle de deux choses et vous voyez quatre graphes. Je vais revenir sur ces quatre-là dans une minute. Mais d'abord, concentrons-nous sur les deux systèmes que je vous ai décrits. Et puis, on utilise aussi des méthodes de psychologie expérimentale pour essayer de mesurer différentes dimensions motivationnelles des élèves. Par exemple, est-ce qu'ils déclarent plutôt à un moment donné qu'ils sont motivés pour faire ces exercices-là parce que c'est l'enseignant qui leur a demandé de le faire, ils sont obligés de le faire, ou parce que finalement, ils trouvent un intérêt pour eux-mêmes et ils sont plus intrinsèquement motivés. Et donc, de la même manière, on s'est aperçu aussi ici que faire de la personnalisation en maximisant le programme d'apprentissage amène les élèves à être significativement plus motivés intrinsèquement en particulier que les élèves qui font le parcours fait à la main. Alors maintenant, je vais vous parler pourquoi, en fait, plus précisément, il y a 4 colonnes et pas 2 colonnes. En fait, là, les deux systèmes dont je vous ai parlé, c'est attendez, je vais vous montrer si ma souris, vous voyez ma souris, voilà. C'était la colonne verte ici, ZP2S, c'est l'algorithme qui propose des séquences d'exercices qui maximisent le programme d'apprentissage. Et l'autre, c'était celle-ci qui s'appelle Predef, qui est le curriculum fait à la main par l'expert en didactique. Et en réalité, on s'est dit, bon, c'est très bien quand même de comparer ces deux choses-là, mais par rapport au modèle théorique que je vous ai présenté précédemment, il y a quand même un petit hic. C'est que ici, on court-circuite quand même pas mal le système de curiosité. Le modèle précédemment dont je vous ai parlé, alors évidemment, il y avait une dimension importante sur le fait de dire que le cerveau, il aime bien se retrouver dans des situations où il s'aperçoit qu'il fait des progrès d'apprentissage. Mais c'était aussi dans le contexte d'un apprentissage où c'est l'apprenant lui-même qui a un degré d'agentivité pour choisir ce qu'il va explorer et apprendre. Et ici, dans le système de base qu'on a exploré, ben en fait, on avait enlevé presque toute agentivité aux enfants. C'est-à-dire que finalement, on avait vraiment court-circuité son système métacognitif pour essayer de lui présenter des activités qui maximisaient le programme d'apprentissage. Et puis, il n'avait pas vraiment le choix. Il faisait les exercices qu'on lui demandait. Donc, on a essayé d'améliorer ça déjà un tout petit peu pour voir ce qui se passait. Et l'idée, c'était de dire, on va au moins pour certaines dimensions lui redonner du choix, lui redonner un tout petit peu du contrôle sur ce qu'il va essayer d'apprendre. Et donc, là, dans ces expériences-là, en fait, on lui a donné du choix sur des dimensions qui étaient orthogonales à la difficulté des exercices, par exemple des dimensions sur la cosmétique ou la scénarisation de l'exercice. Très simple. Qu'on peut voir comme une forme peut-être de gamification. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est très intéressant. Vous allez voir. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que eh bien, rajouter ce choix, eh bien, ça a augmenté la motivation à la fois du système qui avait la personnalisation et la motivation du système qui avait une séquence prédéfinie faite à la main par les experts humains. Bon, jusque-là, très bien, ce n'est pas surprenant. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que rajouter du choix sur la séquence personnalisée qui maximisait le programme d'apprentissage, ça a boosté l'efficacité de l'apprentissage. Par contre, rajouter exactement le même type de choix sur la séquence prédéterminée et faite à la main par l'expert en didactique, ça a diminué l'efficacité de l'apprentissage. Et donc, en fait, on a cherché un petit peu à comprendre ce qui se passait et finalement, en fait, on a trouvé une explication qui n'est pas si surprenante. C'est qu'en réalité, la séquence pédagogique qui est faite à la main par l'expert en didactique, eh bien, elle était frustrante pour beaucoup d'élèves. Parce qu'en réalité, voilà, c'est un passage linéaire. Et en fait, il y a des élèves, et ben, par exemple, soit ils ont de la facilité et donc ça ne va pas assez vite pour eux, et donc voilà, ils en ont marre, ils s'ennuient. Et puis d'autres élèves, à un moment donné, ils sont bloqués à un niveau. Et en fait, comme là, le fonctionnement, c'est comme dans un jeu vidéo classique, on est bloqué à un niveau, ben, on y reste jusqu'à ce qu'on résolve le niveau et il ne se passe rien d'autre. Et ben, du coup, c'est pareil, ces élèves qui avaient cette difficulté, ben, voilà, ils étaient très frustrés. Et en fait, leur proposer une petite gamification avec un choix, ces élèves-là, ça les a fait complètement sortir de l'exercice lui-même parce que pour eux, c'était une manière de se divertir.
Alors que pour les autres élèves qui avaient le système de personnalisation, on a suffisamment réussi à les garder dans le flot de l'exercice et le côté motivationnel, le boost motivationnel, eh bien, les a pas fait sortir et au contraire les a gardés et a amélioré leur apprentissage. Donc ça, c'était quelque chose voilà, qui était assez intéressant à observer, même si c'était très simple. Alors, comme je vous le disais, ça c'était un projet dans lequel néanmoins, finalement, on essayait de comprendre comment est-ce qu'on peut amener des exercices qui ont les bonnes propriétés de difficulté pour les élèves par rapport à la notion de programme d'apprentissage et qui vont essayer de les mettre dans un état de motivation et d'apprentissage qui a des bonnes propriétés. Mais néanmoins, pour faire ça, comme je le disais, en fait, on contournait un petit peu l'obstacle que les élèves pouvaient avoir d'un point de vue métacognitif. Donc, alors, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire, je mentionne que là, les systèmes qui sont utilisés ici, que je viens de vous expliquer, les algorithmes personnalisés, ce sont les systèmes qui ont été par la suite réutilisés dans plusieurs systèmes tutorés intelligents qui sont aujourd'hui utilisés dans les classes. Par exemple, le système Adaptive Math pour l'école primaire, qui a été développé avec le support du ministère de l'Éducation, le système Adaptive Langue pour l'apprentissage du français, et plus récemment, vous avez sûrement entendu parler de Mia Seconde, pour lesquels on entend ici et là un peu n'importe quoi à droite et à gauche. Donc en réalité, ce qu'il y a comme système dans Mia Seconde, comme système de personnalisation, c'est exactement celui que je viens de vous décrire. On n'a pas encore introduit les choix. Moi, j'espère qu'on va l'introduire vite, mais c'est vraiment cette approche-là. Alors, ce que je voulais voilà, maintenant dire, c'est qu'on a par ailleurs d'autres projets qui visent directement à essayer de faire travailler la métacognition et les obstacles métacognitifs que les enfants peuvent avoir dans la recherche de situations d'apprentissage dirigées par la curiosité. Euh, euh, L'une des entrées au comportement curieux, c'est poser des questions curieuses, poser des questions qu'on peut appeler divergentes, c'est-à-dire des questions qui vont apporter des informations nouvelles par rapport à ce qu'on savait avant, des questions qui vont mettre en place des processus cognitifs de haut niveau qui impliquent de faire des hypothèses, qui nécessitent des réponses avec des explications développées et qui sont souvent aussi des questions qui ont une construction syntaxique qui n'est pas si facile que ça. Poser des questions de cette manière-là, c'est une manière d'exprimer et de développer le comportement curieux, mais c'est souvent un obstacle, en particulier à l'école et pour tout un tas de raisons variées. D'abord, il y a des raisons métacognitives, parce qu'en fait, à un moment donné, pour poser une question curieuse, il faut avoir pris conscience qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. Et donc, si on n'est pas capable de prendre cette conscience, on ne peut pas en arriver à s'apercevoir qu'il y a cette question qui pourrait être posée et qui existe. Il y a des obstacles linguistiques, c'est-à-dire que même si à un moment donné, le cerveau s'aperçoit qu'il y a un truc intéressant qu'on ne sait pas, il faut arriver à formuler la question. Puis évidemment, il y a des dimensions de la peur du regard des autres. Et puis aussi, finalement, eh bien, les enseignants ne sont pas habitués à proposer des situations d'apprentissage si fréquentes dans lesquelles l'objectif des élèves, c'est d'être amenés à poser des questions curieuses, à montrer qu'ils ne savent pas, à se sentir confortables avec le fait qu'ils posent des questions dont ils ne connaissent pas la réponse. Et l'enseignant, en général, ne se pose pas non plus dans un rôle de modèle dans lequel il va formuler des questions pour lesquelles il ne connaît pas la réponse. Il dit qu'il ne connaît pas la réponse, il montre qu'il est confortable avec le fait d'avoir cette certaine certitude. Et donc, du coup, les élèves, entre guillemets, n'ont pas forcément facilement cet accès à cette pratique. Alors évidemment, nous, de notre côté, on va être loin de résoudre toutes ces dimensions-là. Et donc, on a commencé par explorer tout simplement un seul des aspects et d'essayer de faire un petit peu de progrès. Et donc, ce qu'on a commencé à essayer de faire, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y aurait des exercices relativement simples qu'on pourrait mettre en place dans des classes et qui vont aider un peu les enfants à développer différents aspects des étapes qui amènent à poser des questions curieuses. Donc, il y a un premier projet, en fait, qui est le travail d'une étudiante anglaise qui s'appelle Rania Abdelghani, qui a développé effectivement un ensemble d'exercices qui, en fait, consistent en plusieurs étapes. On va on va par exemple introduire un sujet à des élèves, par exemple, sur l'espace. Et puis, d'abord, on va les amener avec des questions à essayer de prendre conscience de est-ce qu'ils savent est-ce qu'ils savent ou pas répondre à leurs questions, donc à des petites questions. Et donc, on va leur poser des questions simples sur le sujet. Et puis surtout, on va leur demander d'exprimer leur confiance sur leur réponse à ces questions-là.
Donc ça, ici, c'est un petit peu l'idée, c'est d'échauffer un petit peu le processus métacognitif. Et puis ensuite, ce qu'on va les faire, c'est qu'on va les mettre dans des petits exercices dans lesquels on va leur donner des petits textes sur un sujet, sur les dinosaures, sur l'espace, sur les virus, etc. Et puis, on va essayer de leur donner des indices de différents types, qui peuvent être syntaxiques ou sémantiques, pour les amener à poser des questions curieuses et finalement en designant le système de telle manière que voilà, il y a vraiment, ils se sentent totalement confortables à poser ces questions et il y a à aucun moment donné, on va leur dire ah tiens, tu sais pas, etc. Et puis il n'y a pas non plus le regard des autres parce qu'ils ils le font dans un premier temps avec cette interface-là. Alors, l'interface, elle ressemble un petit peu à ça. Donc, il y a différents panneaux. Là, on voit par exemple, alors, je ne sais pas si c'est facile à lire, mais en haut à droite, par exemple, des petites questions. Qu'est-ce que sont les Jeux paralympiques? On leur propose plusieurs réponses possibles. Ils doivent choisir. Ensuite, à quel point vous êtes sûr de votre réponse. Et puis ensuite, voilà. Là, il y a cette stratégie dans laquelle on leur fait essayer de poser des questions. Il y a un texte sur Louis Pasteur. Là, on leur donne des indices. Alors, il y a des indices de type syntaxique. Par exemple, tiens, peut-être tu pourrais essayer de trouver une question qui commence par comment. Et puis ensuite, il peut y avoir des indices sémantiques. Par exemple, ah bah tiens, voici un exemple de réponse à une question que tu pourrais imaginer. Essaye d'imaginer une question à laquelle ça pourrait répondre, par exemple. Donc, on a ces petits exercices-là, et donc on a d'un côté des indices qui sont purement syntaxiques et l'autre des indices qui sont purement sémantiques. Et par exemple, ici, on a essayé dans un premier temps d'essayer de comprendre est-ce que, par exemple, d'avoir des indices sémantiques, ça va fonctionner un peu mieux que d'avoir des indices syntaxiques. Et effectivement, déjà rien que ça, on voit des différences. Alors, on peut mesurer ces différences dans plusieurs dimensions. Par exemple, on peut mesurer sur des tests on leur fait avant l'entraînement et après l'entraînement, dans lesquels, par exemple, on leur dit, bon, ben voilà un sujet, vous avez 3 minutes, posez le plus de questions possibles que vous voulez sur ce sujet-là, et on va compter le nombre de questions divergentes de haut niveau avec un système de codage particulier qu'ils sont capables de poser. Et effectivement, on voit que, par exemple, le fait de leur donner des indices sémantiques les amène à poser beaucoup plus de questions divergentes après l'entraînement. On peut aussi, après l'entraînement, les mettre dans une situation d'exploration spontanée dans laquelle ils vont, par exemple, avoir accès à différentes ressources vidéo ou textes qu'ils vont pouvoir explorer. Et puis, on leur donne en fait une petite contrainte, c'est que chaque fois qu'ils veulent explorer et cliquer sur une ressource et ils veulent savoir ce qu'il y a dans ce texte-là ou dans cette vidéo, il faut qu'ils formulent une question. C'est la question qu'ils veulent à propos de ce sujet-là. Et ben là, c'est pareil, en fait, on va s'apercevoir que les élèves qui ont été entraînés avec les indices sémantiques, très simples, bah, par rapport à ceux qui ont été entraînés avec des indices syntaxiques, et ben, ils vont explorer plus longtemps et de manière plus profonde. Et puis, en résultat de leur exploration, on leur fait des petits quiz aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils ont appris. Et ben, c'est pareil, ceux qui ont été entraînés avec les indices sémantiques, ils vont mieux se souvenir que ceux qui ont été entraînés avec les indices syntaxiques. Alors ensuite, on s'est posé une petite question qui était, bon, bah, en fait, du coup, ça marche très bien, mais par exemple, si on voulait avoir un répertoire de tout un tas d'exercices de ce type-là, bah là, les indices sémantiques, ils nécessitent à chaque fois qu'il y ait un humain qui les mette au point, qui les choisisse. Et donc, on s'est dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser pour générer un peu plus d'exercices que ça? Et donc, comme il y a des technologies d'intelligence artificielle, comme les grands modèles de langage qui existent, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer de les utiliser pour générer ce genre d'indices. Et en fait, en les utilisant, en jouant avec eux, ça nous a fait penser en fait à un autre type d'indice qui était finalement de proposer un autre type d'indice sémantique qui était de dire, par exemple, étant donné un petit texte, par exemple sur les dinosaures, eh bien, on va demander à ces modèles de langage de générer les mots-clés associés à ce texte-là. Et puis, à partir de ces mots-clés, à générer des sujets associés. Donc, en fait, c'est un peu un mécanisme d'association libre. Et en fait, ce sont ces sujets associés qu'on va montrer comme indices aux élèves. Voilà. Et en fait, du coup, on a reproduit la génération d'indices syntaxiques, les mêmes indices sémantiques que dans l'expérience précédente, et puis ce nouveau type d'indices sémantiques aussi généré par ces systèmes. Et en fait, bon, bah, deux choses. On a observé que on arrivait pour les exercices qui étaient les mêmes qu'avant, à avoir une efficacité qui était exactement la même que les exercices qui étaient faits précédemment, ce qui était assez prometteur pour permettre de générer des exercices en plus grand nombre. Et surtout, en fait, le nouveau type d'indice qu'on a trouvé grâce à l'interaction avec ce type de système, ben, on s'est aperçu qu'il était encore plus efficace en termes d'effets sur les différentes dimensions dont je vous ai parlé que les indices précédemment explorés. Et enfin, et je conclurai là-dessus, dernier type de projet qu'on est en train de développer actuellement,
en fait, on est en train de développer un atelier d'entraînement métacognitif qui met en œuvre un petit peu plus d'étapes du cycle de la curiosité que celle de l'expérience dont je vous viens de parler. Là, dans l'expérience dont je viens de vous parler, en fait, les deux étapes importantes qui étaient en jeu, c'était la prise de conscience de l'incertitude vis-à-vis d'une information, et puis ensuite la formulation d'une question. Mais en fait, dans tout un tas de situations du monde réel, il y a d'autres étapes qui sont importantes dans le cycle de la curiosité. C'est qu'après avoir identifié l'incertitude, bah, il est aussi utile et souvent important d'être capable de générer des hypothèses sur quelle pourrait être l'information manquante, par exemple, par rapport à l'incertitude qu'on observe. Cette hypothèse, elle peut permettre de structurer la formulation de questions, donc de la guider encore plus. Et puis, une fois qu'on a formulé des questions, si on a accès à un certain nombre de ressources supplémentaires dans lesquelles on va pouvoir aller essayer de rechercher la question, eh bien, il y a tout le mécanisme qui va essayer, qui va amener l'enfant à comparer les informations de ces nouvelles sources d'informations avec sa question et d'essayer d'évaluer dans quelle mesure ces nouvelles sources d'informations répondent plus ou moins bien à cette question. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle les quatre étapes. C'est identify, identifier, guess, faire des hypothèses, seek, rechercher l'information en formulant des questions, et évaluer, faire l'évaluation. Et donc, pour essayer d'entraîner ces différentes étapes, on a développé, donc là, c'est le travail de thèse de Rania Abdelghani, mais également de Chloé Deveau, qui commence sa thèse dans l'équipe. De développer un atelier métacognitif qu'on est en train de tester dans des classes. Je vais vous montrer les tout premiers résultats d'une étude pilote, mais bon, c'est en développement, qui a deux parties. Alors, il y a une première partie qui est un entraînement déclaratif. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé 4 vidéos pédagogiques qui pour, voilà, encore une fois, une population d'enfants de CM1 typiquement, leur explique qu'est-ce que c'est que les motivations, et en particulier les motivations intrinsèques, qu'est-ce que peut être la curiosité et quelle est son importance dans l'apprentissage, qu'est-ce que la métacognition, quelles sont ses différentes compétences et quelles sont les relations entre la métacognition, l'apprentissage et la curiosité. Alors vous allez me dire, c'est ambitieux hein, parce que ce sont des concepts avancés, mais en fait, ça marche pas mal du tout. Et en fait, ces vidéos, elles ont vocation à être partagées avec tout le monde et dès que possible, on les mettra sur Internet et tout le monde pourra les utiliser. Donc ça, c'est un entraînement déclaratif et en fait, il est suivi d'un entraînement procédural où en fait, on va avoir des petits agents conversationnels qui vont faire des petits exercices un peu du même style que ceux qu'on avait avant, mais avec des exercices supplémentaires. Première famille d'exercices, alors je n'entrerai pas dans les détails parce que voilà, là, on voit que le temps est fini, mais le but du jeu, c'est d'amener les enfants à bien identifier leurs incertitudes. Ensuite, une fois qu'ils ont fait, à les forcer à générer des hypothèses ou au moins à sélectionner des hypothèses par rapport à un ensemble d'hypothèses qu'on va leur montrer. Ensuite, d'autres petits exercices qui vont les amener à formuler les questions correspondant à ces hypothèses. Donc là, c'est un peu les mêmes types d'exercices qu'on avait précédemment. Et puis ensuite, évaluer les nouvelles informations qui vont être proposées à la suite de ces questions et pour leur permettre de voir si ça répond ou pas à leurs questions. Voilà. Donc, ce sont des expériences en cours. Les premières expériences pilotes qu'on a fait à toute petite échelle, elles sont assez encourageantes. Par exemple, on a des outils pour mesurer là, à quel point ils ont une certaine exactitude pour auto-évaluer si les réponses qu'ils proposent à des questions sur différents sujets ont des chances d'être bonnes ou pas. Et donc, on s'aperçoit qu'ils ont une meilleure évaluation métacognitive après le workshop qu'avant le workshop. Donc, déjà, c'est plutôt un bon signe. Et puis on a commencé à refaire les tests qu'on avait fait pour l'expérience précédente, par exemple, à mesurer à quel point leur capacité à poser des questions divergentes sur un nouveau texte s'est amélioré. Et pour l'instant, on s'aperçoit que l'atelier qui combine à la fois l'entraînement déclaratif et l'entraînement procédural semble avoir un effet un peu plus important que, par exemple, faire que des vidéos ou ne rien faire du tout. Voilà, donc, mais c'est les tout débuts. Ça va probablement changer, mais je trouvais que c'était pertinent de vous parler un petit peu de ce projet-là. Et je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup. Et désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps de base qui m'était alloué.